Bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, manifestation de soutien à Ousmane Sonko à Bignona. Un gendarme et un élève grièvement blessés sont évacués à Ziguinchor. Beaucoup d'édifices publics et privés ont été saccagés dans le domicile du maire de Bignona, Mamadou Lamine Keïta. Plus de détails dans ce 20h avec nos équipes dans le sud. Les choses s'emballent justement dans cette affaire. La procédure de la levée de l'immunité parlementaire est lancée selon le quotidien national. Levée d'une immunité parlementaire d'un député, pas une première sous le régime du président Macky Sall. Quelle est la procédure en l'espèce? On vous explique tout dans ce 20h. Et puis la sage-femme décédée du Covid a rendu l'âme au CTE de Touba. Selon la direction de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, dans la cité du Rail, le personnel soignant dénonce les conditions de son évacuation et le faible équipement des établissements hospitaliers. Dakarois et Thiessois s'habituent tant bien que mal au couvre-feu. Comment les régions non concernées par cette restriction de déplacement vivent le privilège d'avoir encore une sociabilité nocturne? Reportage à suivre. Et puis ce 9 février marque la célébration de la journée mondiale de l'Internet sûr. Internet, une révolution foudroyante qui bouleverse les stabilités sociales. Quel garde-fou aux dérives du net? Avis d'experts dans ce 20h. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Un gendarme et un élève grièvement blessés lors des manifestations de soutien à Ousmane Sonko à Bignona. Nous avons en ligne Boubacar Diassi. Bonsoir Boubacar. Bonsoir. Beaucoup de dégâts matériels ont été également annoncés. Quelle est la situation sur place ce soir? Alors, les manifestants pro-Ousmane Sonko avaient promis de manifester à Bignona. Bignona, 30 km au nord de la commune de Ziguinchor. Bignona, capitale départementale du département justement du même nom. Les manifestants ont d'abord délogé des écoles élémentaires, des collèges, ensuite des lycées, avant de descendre dans la rue. Quand ils ont une fois dans la rue, les manifestants ont brûlé beaucoup de pneus à travers les rues de la commune de Bignona, mais aussi barrer les routes, notamment la route nationale numéro 4. Route nationale numéro 4 qui traverse Bignona en partance pour Dakar. Ils ont saccagé plusieurs commerces. Ils ont saccagé la boutique donc de la station Total de Bignona, les nouveaux locaux de la police de Bignona, la Sonatel, le tribunal d'instance. Ils ont incendié un véhicule mis en fourrière devant les locaux de la douane de Bignona. Saccagé également une partie du domicile du maire Mamadou Lamine Keïta, dont plusieurs vitres ont volé en éclats. Les manifestants se sont dirigés ensuite vers le domicile du président du conseil départemental de Bignona, à la personne de Mamina Camara, mais heureusement, fort heureusement, que cette maison où vivaient justement, selon nos informations, beaucoup de vieilles dames, cette maison n'a pas pu être atteinte par les manifestants, puisque l'armée a été rapidement dépêchée sur les lieux. La gendarmerie de Bignona a eu un renfort venu de Ziguinchor avant de venir donc à bout de ces manifestants. Vous l'avez dit, Chérif, Cheikh Diop, beaucoup de blessés ont été enregistrés. Mais il faut noter surtout les blessures donc de deux personnes grièvement blessées, justement, excusez-moi du pléonasme. Il s'agit d'un gendarme et d'un élève qui ont été finalement évacués à Ziguinchor. Côté arrestation, beaucoup d'arrestations également ont été enregistrées, notamment celle de Lamine Badji, le coordinateur départemental du PASTEF de Bignona, mais aussi de Bakary Richard Diémé, coordinateur communal du PASTEF à Bignona. Merci Boubacar, en direct dans ce 20h. Et le bureau de l'Assemblée nationale serait donc saisi pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Les membres du bureau sont même convoqués pour une réunion jeudi après-demain. Quelle est la procédure en l'espèce? Explication Ibrahima Khan. La procédure semble déjà enclenchée pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. En croire le site d'information Le Quotidien, le courrier de la saisine du parquet est arrivé ce matin sur le bureau de la représentation nationale. Première étape dans la procédure pour lever l'immunité parlementaire d'un député. Justement, pour enclencher cette procédure,
il faut d'abord que le ministre de la Justice saisisse l'Assemblée nationale d'une lettre accompagnée d'un document argumenté par le procureur de la République près la Cour d'appel. Une fois fait, le bureau du Parlement va se réunir pour décider de la suite à donner à la requête. Si la demande est approuvée, une commission ad hoc composée de 11 membres, 8 députés de la majorité, 2 de l'opposition et 1 issu des non-alignés sera mise sur pied. Cette dite commission devra entendre Ousmane Sonko avant la tenue d'une plénière qui décidera de son levée de l'immunité parlementaire. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Et le collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles soutient Adji Sarr, la jeune femme accusatrice d'Ousmane Sonko. Le collectif juge inégal par ailleurs le traitement médiatique réservé à cette affaire. Écoutons Maïmouna Astouyad, membre du collectif, avec Abdoulaye Diop et Amadou Ba. Nous avons l'obligation quand même de rappeler aux Sénégalais qu'Adji Sarr est une Sénégalaise. Donc elle a tous les droits, elle a accès à une justice équitable et que dans cette affaire, donc suivant en tout cas toutes je dirais la normalité dans toute procédure donc pénale, si l'accusé peut être considéré comme étant un présumé innocent, mais par conséquent, donc Adji Sarr devrait également être considérée comme une présumée victime. On a été indignés de voir que le traitement, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, était vraiment illégal et inégal bien sûr. Nous considérons que si une personne quand même a osé brandir ou bien aller au-delà de ces obstacles et quand même accuser ou bien oser en tout cas parler en tout cas de cette chefs d'accusation ou bien porter ces chefs d'accusation sur la personne donc d'une personnalité quand même, il faut le dire, parce que Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui quand même dans ce pays-là. C'est parce que pour nous cela constitue quand même une marque de courage. Ce collectif aussi demande la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko pour que justice soit faite selon ses membres. Toujours à propos de cette affaire, le Front national de résistance dénonce une dictature rampante au Sénégal. Le coordinateur du FNR met en garde contre une instrumentalisation de la justice. Matar Souran était un invité de la matinale de TFM. Je pense que le Sénégal avait dépassé cette phase-là. Nous avons une démocratie majeure et nous estimons que ce qui s'est passé hier est regrettable à tout point de vue. Maintenant, évidemment, au niveau de l'opposition, nous avons sorti une déclaration pour dénoncer ce qui s'est passé. Parce que vous savez, avant Ousmane Sonko, c'était Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade. Ensuite, il y a eu l'histoire de Abdou Mbaye et de Bougane Gueye Dany. Ensuite, aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Donc, on a le sentiment que il faut casser de l'opposant. Comment pouvez-vous expliquer que une enquête de police puisse se retrouver sur la place publique, un commandant qui est censé connaître la loi, qui convoque un député dans un cas qui n'est pas un cas de flagrant délit? Nous sommes en train de réfléchir sur une unité d'action très large pour que cessent ces pratiques qui sont d'un autre âge. Revenons maintenant sur les événements d'hier. Les jeunes patriotes qui ont affronté la police sont manifestement entichés de l'idéologie du PASTEF. Qu'est-ce qui explique cette détermination des jeunes? Élément de réponse, Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dieng. 7 ans de vie politique des militants engagés, fruit d'un discours rassurant de leur leader, beaucoup de jeunes déterminés pour la cause, le parti PASTEF, un modèle d'organisation qui inspire certains observateurs. Il dit le don de soi pour la patrie, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à se donner, à donner de leur vie, à donner de leur temps et de leur énergie et de leurs ressources pour la patrie. Donc, c'est ça le slogan mobilisateur de PASTEF. Nous avons un pays qui a connu progressivement des problèmes sur le plan économique, politique et social. Et si pendant toutes ces années-là,
Les Sénégalais n'ont jamais eu un projet aussi intéressant et qu'on le leur présente. Il est tout à fait normal que ceux qui se reconnaissent dans ce projet soient aussi engagés. Suite aux accusations portées sur leur leader, les patriotes ont manifesté leur colère dans la rue pour soutenir leur président. Une détermination analysée différemment. Ceux que vous avez vus hier sortir pour défendre le projet, pour défendre la démocratie au Sénégal, ne sont pas seulement des militants et sympathisants. Ce sont également des citoyens. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la carte du parti. C'est des gens qui se reconnaissent dans le discours. Moi, je me rappelle durant la présidentielle des meetings où à la fin du meeting, ils ramassaient eux-mêmes les déchets qu'ils avaient fait avant de les mettre dans la poubelle et tout. Donc cette image de gens patriotes, respectueux, responsables, qui aiment leur pays, elle est contraire à ce que nous avons vu hier. Pour marquer leur sympathie, les militants de PASTEF restent unis pour soutenir Ousmane Sonko dans cette affaire précise. Le directeur de l'école du parti PASTEF. Merci Maïmouna. Et au lendemain de cette journée agitée à la cité Keur Gorgui où réside, on le rappelle, Ousmane Sonko, jusqu'à ce midi, la police n'avait pas encore levé son dispositif sécuritaire et tous les chemins qui mènent vers le domicile du leader du PASTEF étaient encore barricadés. Mais ce matin, vous allez le voir, les riverains apprécient l'accalmie après les événements d'hier. Reportage édifiant, Pape Faraning et Mohamed Djek. Voitures calcinées, des pneus totalement brûlés, des débris de pierre ou de lacrymogène par terre. Les stigmates de la violence restent visibles à Cité Keur Gorgui après une journée de manifestation qui a causé beaucoup de préjudice aux riverains. Un peu peur déjà parce qu'il y avait la force publique partout et il y avait des cailloux par-ci par-là, donc vraiment c'était un peu effrayant. La journée d'hier était vraiment difficile pour nous. Certaines personnes ne pouvaient même pas sortir pour aller au travail. Conséquence de cette chaude journée, toutes les rues menant chez Ousmane Sonko sont barricadées. Une forte présence des forces de l'ordre est visible, ce qui empêche d'ailleurs aux riverains de vaquer tranquillement à leurs occupations. J'étais parti très tôt et quand j'allais rentrer ensuite, il y a mon frère qui m'avait téléphoné en me disant que dans la zone ici il y avait des émeutes, donc il n'y avait pas vraiment de stabilité. Donc il m'a conseillé de rester là-bas, donc je suis resté là-bas jusqu'à ce que les choses se sont calmées. Après, ensuite, je suis rentré très effrayant. J'étais sorti pour récupérer de l'argent dans une banque de la place, mais tout était fermé. Malgré la peur, ils appellent aux deux parties à la retenue pour sauvegarder la paix. Les politiciens doivent d'abord penser aux intérêts de la population, non le contraire. Ils doivent se souvenir des gens qui étaient de ce beau monde comme Ahmad Dansokho et Ousmane Tanor Dieng. Des affrontements entre militants du parti PASTEF et les forces de l'ordre qui ont abouti à des arrestations chez les manifestants. Des blessés également ont été notés chez les policiers. Ouais, Pape Farah, et si l'Assemblée nationale lève l'immunité parlementaire du député Sonko, Ousmane Sonko serait le 6e parlementaire à subir le même sort sous le régime du président Macky Sall. Après les libéraux Omar Sarr, Ousmane Gom et Abdoulaye Baldé poursuivis pour enrichissement illicite en 2013, ce fut au tour de Barthélémy Diaz en 2016, puis Khalifa Sall dans l'affaire de la caisse d'avance Mortala Gaye. Ousmane Sonko s'accroche encore à cette bouée de sauvetage qui est l'immunité parlementaire qui le soustrait pour le moment d'un face-à-face avec les enquêteurs de la section de recherche. Une façon pour le leader de PASTEF de retarder sa confrontation avec les gendarmes, de faire respecter son droit d'élu du peuple tout court. Cela permet aussi de faire piaffer d'impatience le procureur Serigne Bassirou Gueye en charge de ce dossier. Le journal Le Soleil, organe gouvernemental, affiche d'ailleurs à sa une que la procédure est enclenchée
pour la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF, accusé de viols répétitifs et de menaces de mort par Adji Sarr, menseuse. L'histoire se répète pour les opposants du régime Macky Sall, qui avec son Assemblée nationale a fait de la levée de l'immunité parlementaire l'instrument pour faire emprisonner ses potentiels adversaires. Dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall, l'ancien maire, a vu son immunité parlementaire levée par 125 voix pour et 25 contre en 2017. S'ensuit le procès, puis la casse-prison pour le leader de Tahaou Dakar, qui était parti pour défier Macky Sall à la présidentielle de février 2019. Auparavant, dès son accession au pouvoir en 2012, le chef de l'État Macky Sall a voulu que la procédure enclenchée contre les biens mal acquis et autres enrichissements illicites soit accélérée. C'est dans cette perspective qu'il avait donné des instructions à la ministre de la Justice d'alors Aminata Touré pour que l'affaire connaisse son épilogue assez vite. À son tour, Mimi avait saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour faire lever l'immunité parlementaire de 3 députés mis en cause. Il s'agissait du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais Oumar Sarr, du porte-parole d'alors de l'ex-président Ousmane Ngom et Abdoulaye Baldé, ex-ministre d'État sous le régime libéral. Tous ont vu leur immunité parlementaire levée en janvier 2013. Rebolote en novembre 2016, où les députés ont voté la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz, poursuivi pour le meurtre de Ndiaga Diouf tué en décembre 2011. Aujourd'hui, c'est le tour pour Ousmane Sonko de voir son immunité parlementaire levée. Rendez-vous est pris pour le 11 février, ce qui fait dire à bon nombre d'observateurs que le régime de Macky Sall est en passe de battre le record de levée de l'immunité parlementaire de ses opposants, une manière de réduire l'opposition à sa plus simple expression, comme il avait clamé partout. Merci Mortala. Venons-en maintenant à la situation épidémiologique. 11 décès, 58 cas graves et 188 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. À Thiès, la direction de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène précise que la sage-femme décédée du Covid a rendu l'âme au CTE de Touba. Mais là-bas, le personnel de santé laisse éclater son amertume. Il déplore les conditions d'évacuation de leurs collègues. Il dénonce aussi le faible équipement du CTE de Thiès en particulier et des établissements hospitaliers dans la cité du Rail en général. Voyons tout cela avec Géranta Diop et Céla Tire. Fama Mbaye, cette dame, sage-femme de profession, a servi plus d'une dizaine d'années au poste de santé de Petit Thialé à Thiès. Elle est décédée. Ses collègues sages-femmes et infirmiers d'État de Thiès déplorent les conditions dans lesquelles elle a rendu l'âme suite à une maladie. Je voudrais profiter peut-être pour prier encore une fois le repos de l'âme de notre collègue Fama, décédée dans des conditions que nous déplorons. Pourquoi nous déplorons? Parce que nous pensons que être agent dans un système de santé, travailler à Thiès, servir les populations pendant autant de temps et ne pas pouvoir être pris en charge dans Thiès, nous pensons que c'est déplorable. Ce n'est pas le médecin-chef qui est en cause parce qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a pris en charge, il a sorti de sa poche pour même payer les scanners. Mais au niveau de Thiès, on ne puisse pas avoir un lit pour prendre en charge une collègue qui était dans une situation difficile. Ça, nous déplorons. Il n'y a qu'un centre de prise en charge au niveau de l'hôpital régional qui est ouvert présentement. Tous les autres ont été fermés. Ça nous mène à ce genre de situation. Ces agents de santé déplorent le fait qu'ils ne sont pas en sécurité. Là où nous parlons, c'est les gens qui se débrouillent. De temps en temps, le district nous fournit des masques. Le médecin-chef trouve des masques ou bien des gants, nous en dote. Mais ce n'est pas ça. Nous avons besoin d'être protégés. Parce que nous protéger, c'est protéger la population en fait. La direction de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès précise que la dame n'est pas décédée à l'hôpital régional. Elle a été prise en charge au niveau du district sanitaire de Thiès, puis transférée à bord d'une ambulance médicalisée à Touba, où elle a fini par rendre l'âme. Merci Géranta. Les Thiessois comme les Dakarois semblent s'habituer maintenant au couvre-feu. Ces deux régions, vous le savez, vivent cette situation depuis le 7 janvier dernier. Mais que se passe-t-il après 21h dans les autres régions non concernées par ce couvre-feu? Allons à Saint-Louis par exemple, dans le nord du Sénégal. Là-bas, c'est la fraîcheur nocturne qui impose le couvre-feu aux habitants. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seik. À Saint-Louis, les rues sont désertes. Et pourtant, le couvre-feu n'a pas été décrété ici. Mais dans presque tous les lieux publics, le constat est le même. Les Saint-Louisiens ne sortent plus à cette heure ou le font rarement. Cela à cause du froid glacial qui règne dans la vieille ville
et la pandémie de la Covid-19. Oui, c'est avec le froid peut-être et aussi avec le Covid parce que les gens ont eu peur, c'est ça. Les gens ont... C'est d'une part parce que au fait que climat. Oui, il y a le froid. Ça fait partie des raisons de cette situation. Mais il faut le dire aussi, les gens ont peur de sortir. Avec la pandémie de la Covid-19, ils préfèrent rester chez eux. Ambroise Gomis est gérant d'un salon de thé au quartier Nord. Pour lui, le couvre-feu des mois derniers a instauré chez la population de nouvelles habitudes. Parce que les gens, ils avaient l'habitude, avec le couvre-feu, à 21h à Saint-Louis, tu voyais personne dans les rues. Et puis comme à Saint-Louis maintenant, il y a plus les boîtes de nuit ne fonctionnent plus, il n'y a rien qui marche le soir. Donc les gens ont l'habitude aussi, à partir de 21h, 22h comme ça, quand tu sors, tu rencontres pratiquement personne. Ce qui se passe actuellement, il n'y a personne. Vous voyez la rue, elle est déserte, tu vois. Autant il y avait du monde, les gens venaient à la pâtisserie, prenaient... À Saint-Louis, les populations peuvent librement vaquer à leur occupation, mais dans la capitale et à Thiès, les déplacements sont interdits ou limités à partir de 21h et cela jusqu'à 5h du matin. Une situation difficile pour des millions de Sénégalais. Les Saint-Louisiens témoignent leur affection à ces derniers. Pour ces gens qui habitent dans les régions où le couvre-feu a été déclaré par les autorités, c'est vraiment triste. Mais tout cela, c'est pour les sauver de cette maladie. Oui, à Saint-Louis, ça se passe bien, mais je dis au Dakarois que ça ne sera pas longtemps, Inch'Allah. Bientôt, le Covid va disparaître et ils reviendront à leurs activités, Inch'Allah. À Saint-Louis, c'est un couvre-feu non déclaré que nous vivons présentement. À 21h déjà, c'est le calme plat dans tous les quartiers. Merci beaucoup Seynou et merci aux Saint-Louisiens pour cette compassion. Toujours à propos de la pandémie, la culture comme élément de réponse face à l'équation de la sensibilisation dans ce contexte de coronavirus. L'artiste peintre Abdoulaye Diallo, à travers ses toiles, multiplie les initiatives pour attirer l'attention de la population. Objectif, s'appuyer sur la production artistique et même littéraire pour casser la chaîne de transmission. À l'heure actuelle, beaucoup de questions se posent sur cette pandémie. L'artiste nous gratifie d'une palette d'œuvres uniquement sur la Covid-19. Ibou Diouf, Amadouba. La période est favorable à l'inspiration. L'artiste a saisi cette occasion, le confinement et les restrictions face au coronavirus pour porter un regard sur les gestes barrières. Une indiscipline de, devrais-je dire tous. Quand je dis tous, c'est tous les âges. Il suffit de faire le tour de Dakar pour constater cette indiscipline-là. Personnes âgées comme jeunes refusent de respecter ces gestes barrières. Comme à travers ces toiles, l'artiste parle au public, surtout aux plus jeunes. Le jeune qui, par négligence, transmet le virus à un vieillard qui en meurt est considéré comme un criminel. Et dans les deux cas de figure, suicidaire et ou criminel, sa destination, c'est l'enfer. À l'image de ce tableau qui parle de confinement, Abdoulaye Diallo a mis en avant sa créativité pour sensibiliser. Janvier 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020, nous n'avons eu de cesse d'écrire, de peindre et de traiter de la chose. J'ai organisé par exemple 3 ou 4 séances d'art-thérapie, convoqué ceux qui en réalité ont vu leurs angoisses intérieures s'agiter du fait de ce virus invisible. Des œuvres pour parler au public et alerter face à la Covid-19 qui fait des ravages. Il ne faut pas baisser les bras, il nous faut continuer à communiquer et à parler surtout à plus jeunes parce que notre population est plus jeune que vieille. Et essayer de créer un petit peu l'effet Moore, comme je dis. Si on convainc deux qui en convainc chacun d'eux, et ainsi de suite, on finira au bout de N mois à convaincre toute la population à prendre quand même les dispositions utiles. L'art et la culture pour parler de la pandémie sous d'autres formes, une mission salutaire avec beaucoup de couleurs. Facebook durcit ses règles contre l'infodémie, c'est-à-dire la désinformation en période de pandémie. Désormais, les réseaux sociaux supprimera tout message mettant en doute l'efficacité du vaccin contre le coronavirus, par exemple, et entre autres thèses conspirationnistes. Cher Diop.
réseau social Facebook s'engage dans la lutte contre le Covid-19 dans le monde entier. Facebook supprimera désormais toute série d'affirmations mensongères concernant la pandémie et les mauvaises informations liées à la vaccination, a annoncé ce 8 février dans un communiqué par le géant américain du numérique. Le réseau social supprimera désormais les messages affirmant que le coronavirus est produit en usine ou fabriqué par l'homme, ou que le port du masque n'est pas efficace pour empêcher la contamination. Facebook comme Instagram qui appliqueront les mêmes directives. Plus de 2 milliards d'abonnés, le réseau social Facebook, un des meilleurs moyens pour endiguer la pandémie. Merci cher, et justement c'est aujourd'hui 9 février la journée mondiale pour un Internet plus sûr, le Safety Internet Day en anglais, un Internet sûr. Le terme est presque un oxymore tant la toile est devenue le lieu de toutes les dérives. Voyons tout cela avec Fat Bintou Conté et Pepson Gunebay. Notre monde est ultra connecté. Il semble bien difficile de faire partie de la société sans être digitalisé. Mais le digital peut bien devenir un danger. Des dérives sont souvent notées sur Internet. Parce que derrière un clavier, on est dans l'anonymat. On ne me connaît pas, personne ne peut savoir ce que je fais. Ce qui est une grosse erreur. Dans la mesure où dès qu'on se connecte au réseau, on est identifié, on sait qui vous êtes. La preuve, chaque fois que quelqu'un commet des infractions sur Internet, mais cette personne est arrêtée par la division des investigations criminelles. Donc il n'y a pas d'anonymat sur Internet et les réseaux. C'est surtout ça pour renforcer la culture numérique des Sénégalais. Internet et les réseaux sociaux, certes, c'est des outils qui peuvent être très bénéfiques, mais c'est des outils aussi qui peuvent ruiner la vie d'une personne. Pourtant, l'Internet reste le meilleur moyen de communication qui existe. Avec de nouvelles innovations, il devient de plus en plus rapidement fiable. Je pense que les gens perdent énormément de temps en insistant sur les dérives du net, mais il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le jeune que vous formez en communication digitale, par exemple, il est devenu un community manager. Qu'est-ce qu'il peut faire? Aujourd'hui, il peut proposer par exemple ses services à des entreprises, à des organisations, à des marques pour au moins gérer leur image sur Internet. Ça, c'est un métier que les jeunes peuvent gagner par exemple. Autre chose, quand vous formez par exemple le jeune à devenir un digital marketing manager par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut proposer par exemple à la femme qui est dans le coin, qui vend des beignets, comment il peut aider cette femme-là à vendre ses beignets en ligne, à travers même la création d'une boutique en ligne. Ça, c'est des opportunités que les gens doivent comprendre. Autre chose aussi, le jeune que vous formez par exemple à suivre des cours en ligne, parce qu'il y a des plateformes qui vous donnent la possibilité, il suffit tout simplement de vous inscrire sur ces plateformes-là et vous pouvez faire vos cours en ligne et à la fin de la formation, vous pouvez avoir votre certificat. Donc je pense que ça, c'est des opportunités que les gens doivent comprendre. Mais Dès lors, il urge de sensibiliser les jeunes sur les risques et les bonnes pratiques de l'Internet et les initier à avoir un comportement responsable en ligne. Donc il y a tout un programme de sensibilisation à mettre en place pour véritablement informer les Sénégalais, les éduquer sur comment utiliser Internet et les réseaux sociaux. C'est un véritable besoin. Ce monde virtuel peut être le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre et améliorer leur culture. Tout comme dans la vie réelle, l'Internet est aussi un monde peuplé de dangers. Merci Fat Bintou. Atelier sur l'analyse du risque et la surveillance phytosanitaire. La direction de la protection de végétaux outille ses agents grâce à la coopération canadienne. Selon le directeur de la DPV, cette formation va permettre au Sénégal de mieux booster sa production et d'aller vers une meilleure qualité des produits agricoles. Voici le docteur Saliou Ngom avec notre équipe à Rufisque. Le Sénégal en fait a besoin d'un appui financier, bien entendu du gouvernement canadien, pour assurer un peu la qualité de notre production. Cette formation rentre dans le cadre, bien entendu, pour accompagner le programme, le PSE vert surtout, c'est-à-dire en ce qui concerne l'amélioration quantitative de notre production, mais également qualitative. Bien évidemment, là, c'est une formation qui est arrivée à son heure. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai tantôt dit, nous avons atteint des rendements qui nous permettent aujourd'hui d'exporter notre production. Mais il va falloir que nous respectons cette qualité phytosanitaire. Et cette formation sur l'analyse des risques et la surveillance va permettre, bien entendu, à nos experts, c'est-à-dire à nos gens qui sont chargés d'inspection de la qualité des produits phytosanitaires, des produits agricoles, d'avoir les compétences nécessaires pour accompagner d'abord la production, mais également d'assurer la traçabilité de toute notre production qui nous permettra vraiment d'aller vers l'étranger.
L'actualité internationale, ces centaines de migrants secourus au large des côtes libyennes arrivés ce lundi en Italie. L'Égypte qui a rouvert la frontière avec la bande de Gaza, l'unique porte de sortie pour le monde pour les Palestiniens. Et puis la disparition de Laurent Donafologo, ministre sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, puis de Henri Konan Bédié, décédé à Abidjan à l'âge de 82 ans. Daniel Diouf. 422 migrants secourus au large des côtes libyennes ces derniers jours sont arrivés en Italie où ils ont débarqué lundi, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Selon l'ONG SOS Méditerranée, un petit nombre de ces migrants, 49 au total, avaient été testés positifs à la Covid-19. Ils ont dû être placés à l'isolement sur le pont arrière du navire. Après plusieurs jours d'attente, les autorités italiennes ont finalement autorisé le navire de SOS Méditerranée à entrer dans le port sicilien d'Augusta dans la nuit de dimanche à lundi. En Égypte, les autorités ont rouvert la frontière avec la bande de Gaza ce mardi pour une durée indéterminée, une première depuis plusieurs années selon les observateurs. Un acte qui survient alors que les différentes factions palestiniennes sont réunies au Caire pour des pourparlers. L'ouverture du point de passage de Rafah est une bouffée d'air pour les 2 millions de Gazaouis vivant sous blocus depuis 2006. Rafah est l'unique porte de sortie vers le monde qui ne soit pas contrôlée par Israël. Les députés marocains ont observé lundi une minute de silence à la mémoire de ceux qu'on appelle les martyrs de l'économie informelle. Après la mort d'au moins 24 personnes dans l'inondation d'un atelier clandestin de textile à Tanger au nord du Maroc, les employés de cet atelier installé au sous-sol d'une maison dans un quartier résidentiel de la ville portuaire ont été piégés lundi matin par les eaux après des pluies torrentielles. Les secouristes avaient récupéré lundi, en début d'après-midi, 24 corps ainsi que 10 survivants qui ont été conduits à l'hôpital. Une enquête judiciaire a été ouverte pour étudier les circonstances et déterminer les responsabilités du drame. Et puis une grande figure de la politique ivoirienne nous a quittés vendredi. Il s'agit de cet homme, Laurent Donafologo, qui fut ministre sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, puis de Henri Konan Bédié. Laurent Donafologo, décédé à Abidjan à l'âge de 82 ans, journaliste de formation, également le premier rédacteur en chef du journal pro-gouvernemental ivoirien Fraternité Matin, créé en 1964 avant d'être nommé ministre de l'Information. Il fut également pendant 10 ans secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Sous la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, Laurent Donafologo est nommé à la tête du Conseil économique et social. Il s'est retiré de la vie politique depuis 2011. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive maintenant, football tournoi UFOA zone A des U17, le Sénégal est à 2 victoires en autant de sorties. La dernière acquise cet après-midi face à la Mauritanie, 4-0, un succès pour s'adjuger la première place du groupe A et se qualifier ainsi pour les demi-finales. Cher Sadibou Diarra. Un carton, une première place et une qualification dans le dernier carré. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a survolé le groupe A du tournoi UFOA Zone A, qualificatif à la CAN de la catégorie au Maroc au mois de mars. Pour leur deuxième sortie, les protégés du sélectionneur Malik Daf ont surclassé les Mauritaniens. Un net succès, 4-0, 2 par mi-temps. Des réalisations d'Ibou Sané, sa 4e depuis le début de la compétition, d'Ousmane Diop, de Mamadou Niang et de Mamadou Ning. Cette seconde victoire permet aux Lionceaux de terminer premier de leur groupe devant les Mauritaniens suite à la disqualification de la Gambie pour fraude sur l'âge. Le Sénégal et la Mauritanie sont qualifiés aux demi-finales. Les deux sélections vont rencontrer respectivement la Guinée-Bissau et le Mali ce jeudi au stade Lat Dior de Thiès. Merci cher. Basket à présent, l'ISEC Sport affiche ses ambitions dans le National 1 féminin. Une place de demi-finaliste des playoffs est visée cette saison selon l'entraîneur Cheikh Diallo qui ajoute que l'équipe travaille dans la sérénité avec déjà 3 victoires au compteur. Notre objectif c'est d'être parmi les 4 grandes équipes actuellement au Sénégal, les 4 premières. D'ailleurs je remercie le président qui met tous les moyens sur l'équipe. Donc toutes les conditions sont réunies, les filles sont dans de très bonnes conditions. Donc on travaille pour accéder à un niveau des 4 premiers.
Basket toujours, Mermoz Basket Club lance bien son opération maintien au National 1 masculin. L'équipe logée dans la poule A est sur une série de 2 victoires, ce qui est de très bon augure pour la suite. Cher Sadibou Diarra et Amadouba. Mermoz Basket Club est sur une pente ascendante dans le National 1 masculin. Une série de 2 victoires consécutives, dont la dernière face à l'Isexport, sous l'impulsion de son maître à jouer, Moustapha Ndiaye, en grande forme depuis quelques semaines. Non, les paniers, ce n'est pas important, je ne les compte pas. L'essentiel, c'est que l'équipe a bien joué et a bien gagné. Mais les paniers, moi, je ne les compte pas. L'essentiel, c'était de faire jouer mes coéquipiers. Et j'ai fait jouer mes coéquipiers, alhamdoulilah. L'équipe de Mermoz monte en puissance après un difficile début de saison. Au niveau du jeu, on a vu encore une nette amélioration par rapport au jeu. Maintenant, les gosses sont beaucoup plus lucides. Ils commencent à jouer au basket. Le maintien en ligne de mire, les joueurs comptent sur leur bonne santé physique. Cette année-ci, l'objectif c'est de maintenir l'équipe. Mais pourquoi pas, si on a la possibilité de jouer les playoffs, pourquoi pas. Après 5 journées du National 1 masculin, Mermoz Basket Club est 4e au classement de la poule A, avec 2 victoires et 3 défaites. Merci, cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec Pape Abdoulaye Der qui reçoit ce soir l'ancien député Cheikh Oumarsi. C'est à vous, Pape.